Donc bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer donc la dernière session de la journée avec la thématique des données acoustiques massives. Donc on a plusieurs intervenants qui vont se succéder. Alors, vont passer dans l'ordre d'abord Thomas Dubos, puis Virgile Broutin, puis Yves Basse qui aura un petit mot à dire, puis Jean-François Julien, puis Yves Basse à nouveau, puis Kevin Barré. Je vais donner la parole donc au premier à Thomas Dubos. Euh, Bon après-midi à tous. Donc c'est moi qui vais ouvrir la session sur le traitement des données d'acoustique massive liées aux enregistrements passifs. Donc pour l'organisation, il manquait les basques parce que on avait un premier temps sur les référentiels régionaux avec les Bretons et les Corses. Donc Kate doit aussi traîner dans les couloirs et elle complétera et nous dira un mot aussi dans le chat si besoin. Donc moi je vais parler assez rapidement de ce qu'on a fait en Bretagne. C'est un peu une redite. On avait présenté une première version de ce travail-là en complément d'un travail sur la Barbastelle il y a 3 ans maintenant, exclusivement à partir de SM2 BAT+, avec des micros SMX US. Juste à partir de 2019, quelques enregistrements avec des micros SMX U1. Mais donc c'est pratiquement des enregistrements standardisés au niveau matériel. Donc on aura un référentiel qui n'est pas applicable à d'autres configurations. Mais on en parlera un peu tout à l'heure. Nos enregistrements étaient associés à des relevés de météo, des relevés d'habitat, des relevés de réglage, de tout un tas de choses. Et le traitement a été fait durant toutes ces années à partir du logiciel de Biotope Sonokiro. C'est un référentiel qui est valable pour des groupes acoustiques et non pour des espèces, parce que à partir des données collectées et des validations manuelles sous Batsound qu'on a pu faire, on a réussi à déterminer des taux de fiabilité de 5 ou 10% d'erreur, enfin inférieur à 5 ou 10% d'erreur, qui étaient assez robustes, mais juste à l'échelle du groupe acoustique. C'est-à-dire que pour en dehors de quelques espèces particulières, on n'avait pas de fiabilité suffisante des identifications à l'espèce pour faire un référentiel spécifique. Voilà l'exemple de la fiche de relevé qu'on a constituée dans tous nos enregistrements durant ces 7 années, avec des éléments de contexte, dans quel cadre c'est fait, des éléments de localisation, des éléments d'habitat dont je vous parlais tout à l'heure, à la fois pour le micro, l'habitat principal, secondaire et le contexte, toutes les informations de réglage et toutes les informations de météo en bas. Pour la détermination des seuils de fiabilité, en fait, on a utilisé le taux d'erreur de chaque classe de confiance de Sonokiro à partir de toutes les séquences qu'on avait validées manuellement. Donc près de 3000, donc là, à l'échelle du groupe acoustique. Et donc, les taux d'erreur cumulés dans les classes nous permettaient de choisir un indice de confiance Sonokiro à partir duquel il y avait moins de 5% ou 10% suivant les groupes d'erreurs. Et donc, on traitait tout le lot des séquences identifiées avec moins de 5 ou 10% d'erreurs comme attribuées au groupe d'espèces en question. Donc, le tableau de récapitulatif est là. Ce qui est assez classique, c'est-à-dire que pour la Barbastelle qui se discrimine très bien, en fait, on se rend compte qu'il y a moins de 5% d'erreurs, y compris jusque dans des classes de confiance très faibles, alors qu'à l'inverse, sur les sérotines noctules ou les murins, on peut prendre des séquences, enfin des lots de données avec peu d'erreurs, mais uniquement avec des classes de confiance supérieures, enfin bien plus élevées, y compris sur les rhinolophes qui sont pourtant simples à dissocier, mais là il y a pas mal de confusion avec des cris sociaux ou surtout des parasites acoustiques. Sur ce jeu de données qui représente
jusqu'en 2019 un peu plus de 2600 nuits dans 350 sites. On a analysé tous les biais possibles à partir de ce qu'on avait relevé. Alors, pas tous les biais possibles, mais tous les biais qui pouvaient être associés aux informations qu'on a relevées. Et donc, il y a des effets, évidemment, de la météo sur la Barbastelle, la pipistrelle commune, ou alors tout groupe confondu, qui nous a amené à exclure, en fait, à donner des conditions d'application pour le référentiel qui excluait les nuits avec plus de 2 mm de pluie cumulée, plus de 5 degrés, moins de 5 degrés en température minimale et trop de vent. 5 degrés, oui, c'est en référence aux 15 degrés de ce matin. Nous, à 15 degrés la nuit, il n'y a plus de nuit en Bretagne, hein, même l'été. Il ne s'agissait pas des nuits d'hiver. Donc c'est pour ça que l'application des 15 degrés là, me semble un peu difficile, en tout cas pour la Bretagne. Et donc les conditions de réglage sont celles qu'on a utilisées, c'est-à-dire des SEM2 BAT+, avec un trig de 4 ou 6 et un gain de 36 ou 48, sachant que dans ces conditions-là, on n'a pas trouvé de différence significative sur les niveaux d'activité. Donc, ça reste applicable avec ces couples de réglage-là. Donc, à partir de 2600 nuits, il y en avait 1257 qui répondaient à ces conditions d'application, à partir desquelles on a fait notre référentiel régional. On a utilisé les centiles d'une manière assez classique. Je crois qu'on n'est pas très loin de ce qu'utilise le muséum aussi, c'est-à-dire que on a alors on utilise les minutes positives, oui, je ne l'avais pas précisé, et non les contacts. Donc on a une activité nulle à faible jusqu'au premier quartile à 25% des nuits, moyenne entre 25 et 75%. On a créé une classe assez forte, d'activité assez forte entre 75 et 90. Activité forte de 90 à 97,5 et activité très forte au-dessus pour les 2,5% de nuits les plus avec les activités les plus fortes. Et dernière étape, on a essayé de formaliser un outil graphique qui soit assez pratique, parce que le but du référentiel, c'est aussi qu'il soit mis en œuvre le plus largement possible par des opérateurs d'enregistrement autres que nous. Et donc, l'aspect pratique et facile à visualiser était important. Donc, on a utilisé un graphique radar. Alors, je ne sais pas si ce serait applicable pour à l'échelle spécifique, parce que pour le coup, on aurait une vingtaine de sommets, voire plus dans d'autres régions. Là, c'est pas mal. Et ça nous permet d'assez bien comparer une nuit, par exemple, à une Ensale et une commune des Côtes d'Armor, où il n'y a même pas plus de cochons que d'habitants, mais plus de porcheries industrielles que d'habitants. Plus beaucoup d'arbres, donc on voit que les activités sont globalement très faibles, nul à faible, juste un peu de pipistrelle basse avec une activité moyenne. Un autre cas de figure, un marais arrière littoral, donc une zone plutôt ouverte, un peu de roselière, mais avec des coteaux boisés pas très loin. On retrouve des choses intéressantes qui sont assez logiques sur les espèces de milieu ouvert, semi-ouvert. Et dernier exemple, une des plus belles nuits d'activité qu'on a pu enregistrer pendant toutes ces années. Alors, pas pour les rhinolophes ou la pipistrelle commune, mais sur les autres espèces. Donc là, c'était un enregistrement début juillet dans une vallée boisée au niveau d'un cours d'eau assez large avec des boisements de pentes feuillues très riches. Voilà ce que ça donne. Et je suis au bout. Juste quelques infos de contact, sachant que les données publiées, la publication et l'outil graphique basé sur un tableau Excel sont disponibles aussi sur le site du GMB. Hop, voilà, c'est terminé pour moi. Alors, j'ai une remarque de Kate. Kate dit que c'est très intéressant d'utiliser les minutes positives et c'est important de le préciser. Kate pensait qu'ils étaient les seuls à l'utiliser. Voilà. Est-ce que ce serait possible d'en discuter? Il faudra en discuter aussi avec le muséum pour avoir la discussion la plus large possible. Nous, c'était un choix qu'on a fait dans un contexte un peu particulier qui était au départ
celui d'un travail de suivi de la migration des chauves-souris. Et comme on cherchait à détecter plutôt une activité de transit au départ qu'une activité de chasse, le fait d'utiliser la minute positive permettait de limiter un peu le biais d'espèces sédentaires qui seraient en chasse à tourner auprès du micro, qui allaient, on va dire, remplir les niveaux d'activité, une activité qui n'était pas celle ciblée, et on est resté sur ce choix-là, mais voilà, ça reste discutable. Une question de Jonathan Costa demande pourquoi utiliser la minute positive et non le nombre de contacts de 5 secondes. Et voilà, c'est discutable. Ça nous paraissait plus facile à lire aussi. Mais voilà, au départ, voilà, le choix, il est vraiment dicté par une étude un peu particulière, et puis parce que Alexandre Accard l'avait mis en place dans les premiers travaux sur ces histoires de référentiel. Mais si on pourrait utiliser, on n'a pas fait l'exercice, on peut utiliser les contacts, c'est-à-dire que les données sont archivées dans une base où on peut aussi ressortir les contacts, et on va d'ailleurs justement dans les semaines qui viennent, avec le travail d'Émilie Barbossa qui est en stage chez nous, rebasculer tous nos enregistrements avec l'appui de Yves et du muséum sur Tadarida et reconstruire des référentiels. Peut-être qu'on basculera sur des contacts à ce moment-là. Il y avait un complément d'information, sinon, je ne sais pas de qui. De Yves, enfin c'était juste comme Thomas m'invitait un peu à compléter. Du coup, côté muséum, effectivement, on a fait le choix de repasser entre guillemets sur le contact de 5 secondes. En fait, plutôt pour des raisons que c'est un peu plus intuitif. En fait, ma conviction, c'est que ça change pas grand-chose dans les évaluations de référentiels. On tomberait dans les mêmes catégories, donc je pense plus de 95% des cas. C'est vrai, ce que a dit Thomas est vrai, c'est-à-dire que la minute positive, elle donne un peu plus de poids à l'activité de transit, un peu moins à l'activité de chasse par rapport au contact. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'argument fort pour l'un ou l'autre. En fait, le choix, il est souvent plus guidé par sur le côté intuitif. Et par contre, la minute positive dans le travail d'Alexandre Accard, juste pour côté historique, ça avait un intérêt parce que ça permettait de mélanger des enregistrements avec des micro-directionnels et omnidirectionnels, où là, il y avait des biais de détection qui étaient assez forts. Et la minute positive, elle lissait ça. Mais c'est moins le cas quand on utilise des matériels où la comparaison est plus facile, quoi. Plus directe. Voilà, c'était tout. Une autre question de Xavier Ecli. Y a-t-il tout de même un traitement minimal des bruits parasites, car parfois beaucoup de sons passent à la trappe? De notre côté, au GMB, on le fait pas. C'est-à-dire qu'on explore manuellement pour valider les listes d'espèces, ou même dans des logiques, on avait fait des validations de pipistrelles communes et de pipistrelles de Natuvus à la chaîne pour justement notre travail sur la migration et comparer une activité de sédentaire et de migratrice. Mais on ne va pas fouiller dans les bruits parasites filtrés par Sonotiro. Ça, on ne le fait pas, c'est trop fastidieux à l'échelle de tous les enregistrements qu'on doit traiter, nous, de notre côté. Donc, il y a une marge d'amélioration certainement de ce côté-là, mais on compte aussi sur le retraitement par Tadarida pour avoir des choses plus performantes et mieux évaluées. Merci. Julie Marmet demande si vous corrigez, si vous vous apercevez que vous êtes près d'une sortie de gîte. On a eu l'impression une fois uniquement d'être vraiment près d'une sortie de gîte, parce que on avait une activité de murins et du groupe des murins, et en regardant plus précisément surtout une nateraire qui explosait en tout début de nuit. Donc ça, c'est comme c'est arrivé qu'une fois, considérant qu'on est sur des sentiers et qu'il y a toujours les valeurs exceptionnelles, ça joue pas dans le référentiel qui est basé sur les 1600 nuits. Donc on l'a pas filtré, mais il faudrait le faire si ça s'avérait arriver souvent, ou alors si on a fait ça, on ne les a pas mis dans le référentiel parce que c'est plus récent. Par exemple, des nuits en swarming où là ça explose aussi, et c'est pas forcément comparable avec des niveaux d'activité classiques en terrain de chasse.
Stéphane Vincent demande si vous avez distingué les contacts en transit de ceux en chasse pour l'élaboration de ce référentiel. Non plus. À nouveau, pour les mêmes raisons, c'est trop fastidieux. La manière automatisée de le faire, qui aurait été de se baser sur des buzz, l'indice de buzz là, de Sonokiro ne paraissait pas suffisamment fiable en fait, donc ça implique un travail manuel qu'on n'avait pas les moyens de conduire sur la totalité de ces 1600 nuits, enfin 2000 nuits en tout. Donc ça c'est une finesse qu'on n'a pas. Eh bien, on va passer à l'intervenant suivant. Donc, Virgile Broutin, je vous laisse présenter. Bonjour à tous, du coup. Moi, c'est Virgile Broutin de Odyssée Environnement. Et je vais vous présenter Odena, notre outil qu'on a développé en interne pour générer des référentiels d'activité. Alors, du coup, pour le contexte bureau d'études Odyssée Environnement, en fait, on multiplie pas mal les inventaires chiroptérologiques. On a de plus en plus. Du coup, on possède une quantité importante de données qui sont archivées. Et donc, du coup, l'intérêt de développer un référentiel d'activité, c'est de pouvoir comparer avec des données qui ont été récupérées dans un contexte similaire. Et surtout pour avoir des points de comparaison de l'activité au sol et en hauteur, puisque ça se passe différemment dans ce contexte-là. Ça nous sert à justifier donc, du coup, des enjeux de conservation et à justifier les mesures qu'on propose à nos clients. Donc du coup, pour les données, on fait un archivage depuis 2017. Notre méthodologie, c'est les sons sont découpés par tranche de 5 secondes. Ils sont traités par Sonokiro et vérifiés ensuite par un chiroptérologue. Et ils proviennent donc du coup de la France entière, donc de quatre des agences d'Odyssée. Les paramétrages, ils sont homogénéisés entre les agences et entre les différents modèles d'enregistreurs qu'on utilise. Et dans cette base de données, on a récupéré les enregistrements qui étaient considérés comme favorables, enfin qui ont été enregistrés dans les conditions qu'on considère comme favorables. Et donc du coup, actuellement, Odena prend en compte 4590 nuits, mais on a toujours beaucoup de nouvelles données à intégrer au logiciel. Donc c'est un travail qui continue. C'est un travail qu'on continue, mais qui a bloqué pour l'instant, puisqu'on développe une nouvelle version d'Odena. Donc du coup, comment ça fonctionne à l'utilisation? Donc, première étape, on sélectionne les paramètres qu'on veut prendre en compte pour générer le référentiel, pour savoir avec quoi on compare nos données. Donc, en premier, on a le matériel. Donc, on peut sélectionner de comparer nos données avec, par exemple, uniquement ce qui a été fait en SM, ce qu'on a enregistré avec des SM2, ou on peut sélectionner plusieurs appareils en même temps si on considère que la différence n'est pas significative et qu'on veut avoir plus de nuits pour que nos résultats soient plus robustes. Donc, si on veut, on peut prendre les SM2, les SM3 et les SM4 et les sélectionner ensemble. Pour la période, on a un découpage transit printanier, parturition et transit automnal. Donc, on peut sélectionner la période ou faire une période ou plusieurs. Pour le type d'habitat, on a des dénominations du type culture intensive et ou forêt de feuillus. On peut en choisir plusieurs ou pas. Et c'est la même chose du coup pour la zone biogéographique. Donc nous on travaille en continental, en alpin, en atlantique et en méditerranéen. Et on a le dernier paramètre qui est la hauteur du micro, où on a trois classes qu'on a séparées de 0 à 10 mètres, de 11 à 60 et de 61 à 100. Et donc du coup, ces paramètres qu'on choisit pour comparer les données sur nos études, on les liste dans la méthodologie pour savoir avec quoi on compare nos données. Et donc du coup, une fois qu'on a sélectionné ça, on peut laisser tourner l'outil. Alors, il fonctionne avec la méthode des centiles, avec 5 classes de niveau d'activité. Et le calcul est effectué à partir des contacts par heure.
C'est un truc qu'on va développer dans la version future, possibilité d'avoir aussi les contacts par nuit. Et donc du coup, ça se présente comme ça. Et on peut lire du coup soit par espèce, soit par groupe d'espèces. Et donc ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en haut, on a les groupes. En bas, on a les groupes d'espèces. Et à chaque fois, on a le nombre de nuits. Chaque fois, on a le nombre de nuits qui ont été utilisées pour chacun des groupes d'espèces ou chacune des espèces. Et on estime que c'est suffisamment robuste au-dessus de 200 nuits. Et du coup, on peut séparer les espèces ou les groupes d'espèces où on n'a pas encore assez de données. Et du coup, ne pas préciser qu'on n'a pas suffisamment de données à ce niveau-là. Et donc, du coup, à partir de ça, on peut conclure en disant des phrases du type d'après le référentiel ODENA, l'enregistreur X a présenté une activité qui peut être qualifiée de, par exemple, modérée à forte si on la compare à un contexte Y. Et donc voilà comment ça fonctionne. Alors, à chaque fois qu'on l'utilise, il faut qu'on ait en tête les différents biais qui vont avec. Donc, le premier, c'est la taille du jeu de données. Donc, on continue de l'alimenter, mais on n'en a jamais assez, entre guillemets, si on veut. Et ce qu'on aimerait faire à l'avenir, c'est des tests statistiques pour savoir à partir de combien de nuits les résultats, enfin, les résultats ne changent pas. C'est cette fameuse courbe avec un plateau où à partir d'un certain nombre de données, on a toujours le même résultat, quasiment. Ensuite, on a le biais des variables en fonction des paramètres qu'on sélectionne. Si on décide de prendre tous les types de matériel en même temps, c'est pas la même chose que si on prend que les SL4 pour comparer avec du SL4. Et du coup, ça vaut pour les autres paramètres. On a aussi le fait qu'on a des vérificateurs qui sont multiples. Donc les fichiers Stoichron, on les vérifie derrière. Ils sont vérifiés derrière par un chirologue et dans la boîte, il y a 15 agences, donc c'est pas toujours la même personne. Et de toute façon, le facteur humain, c'est toujours un biais dans une étude. C'est pour ça qu'on privilégie également une interprétation par groupe d'espèces, même s'il y a certaines espèces chez qui ça marche pas trop mal, comme je disais tout à l'heure, la barbastelle d'Europe, mais aussi la pipistrelle commune quand c'est pas dans le nord de la France où il y a pas mal de recouvrement avec la pipistrelle de Natusus, mais en Centre-Val de Loire, par exemple, c'est applicable. Et on a aussi les variations météo. Alors même si on a une limite, on élimine les mauvaises nuits si on veut, dans le jeu de données se mélange du coup des bonnes années, des mauvaises années. Et en fonction du site, ça peut influencer à ce niveau-là. Et du coup, voilà pour ODENA. Merci de votre attention. Alors, il n'y a pas de questions apparemment sur cette intervention-là pour l'instant. Je donne la parole donc à Yves Basse qui voulait intervenir. Donc, moi, je vais annoncer juste les interventions de Jean-François Julien et Kevin Barré, mes collègues Kevin Barré et la mienne, ce qui est sur le thème de la validation des données qui est assez connecté au référentiel. Donc, Jean-François va commencer par vous faire une démonstration d'une application qu'on a développée pour faciliter justement ce travail de validation pour les participants du JITIRO, mais qui pourrait être inspirant pour d'autres contextes. Hein. Et ensuite, Kevin et moi, on fera un topo sur quelle méthode de validation pour quel objectif, parce qu'en fait, c'est assez différent. On a des pratiques différentes parce qu'on a des objectifs différents. Et on va essayer de donner quelques éléments là-dessus. Mais l'objectif, c'est d'être le plus interactif possible. Donc, on ne fera pas trop long pour avoir vos retours, vos questions, mais aussi vos critiques, parce que certains d'entre vous ont pas mal d'expérience aussi. Donc, voilà. Je vais arrêter mon partage et passer la main à Jean-François. Ok, donc je donne la main à Jean-François. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est une appli qu'on a développée et redéveloppée pour qu'elle soit adaptée aux sorties de Tadarida. Donc, on n'a pas encore mentionné maintenant que certains d'entre vous doivent connaître, qui est le portail
à la fois le logiciel et le portail web sur lequel tous les participants de Vigikiro peuvent télécharger leurs enregistrements et récupérer en retour une identification. Bon, et bien d'autres données dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc là, ce n'est pas un tutoriel sur l'utilisation de cette appli, hein, c'est vraiment une démo. Donc on peut recevoir une fois les données déposées et traitées, on peut recevoir par email un fichier CSV sur lequel sont indiqués tous les enregistrements, leur durée et l'identification des espèces assortie d'un indice de confiance. Bon, on y reviendra après hein, dans cet atelier sur le fait que l'identification automatique n'est évidemment pas parfaite et qu'il y a des moments où il faut toujours la vérifier et puis quelquefois la corriger. C'est justement l'objet de cette application, donc qui tourne sous un logiciel qui est devenu très très classique en écologie, hein, R. Donc là encore, on va passer. Donc il suffit d'ouvrir une application de R, donc qui fonctionne avec dans le cadre d'un framework, comme on dit, qui s'appelle Shiny. Donc tout ça, c'est du jargon. Pardon, je suis allé trop vite. Bon, je vais passer à la partie démo en espérant qu'elle ne sera pas trop merdique. Voilà, donc une fois que vous avez ouvert cette application, vous pouvez charger le fichier que vous a renvoyé Tadarida. Donc on vient de voir un aperçu là, qui contient les identifications. Et puis obtenir, bon là il s'agit d'un autre état de l'application. Voilà. Ce logiciel va vous afficher une sorte de récapitulatif de tous les enregistrements qui ont été faits, qui ont été analysés dans cette participation de Tadarida. Donc, vous avez là un affichage. Ici, c'est en fonction, je vais mettre de l'équivalent d'une fréquence moyenne. Vous pouvez choisir plus ou moins sur quel paramètre ça s'affiche. Donc là, en ordonnée, vous avez des fréquences, hein, très classiques, le temps ici, et puis des petits pictogrammes que vous pouvez décoder dans ces deux colonnes qui vous indiquent les groupes d'espèces, la forme indique le groupe d'espèces et la couleur indique l'espèce. Si vous cliquez sur un de ces pictogrammes, vous copiez en fait, quand vous cliquez dessus, vous copiez dans le presse-papier le nom du fichier que vous pouvez ouvrir. Oui, pardon, j'ai oublié de préciser que ça, c'est imposé de conserver et d'avoir sur votre ordinateur, évidemment, une copie accessible de tous les fichiers son qui ont été également chargés sur le portail Tadarida. Donc, vous pouvez ouvrir très rapidement le fichier son correspondant au petit pictogramme que vous avez cliqué pour vérifier l'identification. Voilà. Les autres possibilités, alors qui sont très importantes, c'est qu'on peut filtrer, c'est spécialement intéressant quand on a plusieurs nuits, on peut à la fois filtrer l'affichage dans le temps. Donc là, vous voyez, j'ai fait simplement afficher, je vais peut-être rétrécir un peu, donc de 8h45 jusqu'à 10h15 du soir. Donc première partie de nuit. Là, vous avez la nuit complète. Vous pouvez filtrer, ça c'est extrêmement important quand on valide aussi, en fonction de l'indice de confiance de l'espèce. Donc, par exemple, n'afficher que les mauvais indices, que les bons indices, et vous pouvez enfin filtrer les espèces. Bon, là, on va faire simple, Barbastel, voilà. Donc, à chaque fois que vous passez, donc là, on a vraiment réduit, hein, il y a toutes les Barbastel avec tous les indices de confiance pendant toute la nuit. Quand vous passez sur une image, s'affiche donc le nom de l'espèce. Je ne peux pas pointer autrement, désolé, vous voyez à la fin, barbare, et son indice de confiance. Donc, on va réafficher celui-ci. Si vous n'êtes pas content de l'identification, si vous avez un doute, là, je vais prendre un cas extrême. Bon, c'est un enregistrement qui a été fait en altitude dans le Cantal, donc il est peu probable qu'il y ait eu beaucoup de Murano-Capaccini. Là, j'ai sélectionné uniquement les fichiers Murano-Capaccini. Donc, j'ouvre.
Et on peut corriger, on peut vérifier ici l'identification. OK. Et alors, il y a plusieurs onglets dans l'application. Là, vous avez un récapitulatif de tous les enregistrements et vous pouvez ici aller vérifier, aller corriger cette identification. Donc, à chaque fois, les espèces sont caractérisées par leur groupe d'espèces. Donc là, on va la maintenir en murin, en muretis P et la mettre. Bon, là, je pense qu'on a une intérieur de loin. Voilà. Ensuite, on valide ça et il s'affiche donc quasiment la même ligne du tableau avec la mention groupe corrigé, espèce corrigée, et cette correction peut être sauvée. Donc à la fin, on récupère, vous allez pouvoir récupérer un fichier Excel sur lequel figureront l'identification originale. Bon, là, c'est pas le même, hein, c'est une diapo que j'avais préparée à l'avance, sur laquelle figureront donc l'identification originale. Ici, il s'agissait d'une sérotine et la nouvelle assignation Miu comme grand murin. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour cette partie. Alors, il y aurait déjà 2 questions. Quel est le logiciel utilisé pour afficher le spectrogramme et lire le son demande David Pinault. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait la démonstration avec Syrinx parce que c'est le logiciel fétiche qu'on utilise le plus dans Vigikiro. Mais en pratique, on peut faire ouvrir n'importe quel logiciel de son. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser Batson, Kaleidoscope ou n'importe quoi d'autre, vous pouvez l'utiliser. Merci. Peut-être je précise juste rapidement. En fait, c'est dans la nouvelle version, parce que Jean-François, il a eu un petit problème technique. Oui, il y a eu un problème ce matin de crash. Ouais. En fait, c'est un copier-coller du chemin du fichier, et donc chacun peut ouvrir le fichier dans son logiciel préféré. Voilà, pas de souci. Ok, Thomas Roussel demande avec quel type de matériel, est-ce qu'il faut un matériel approuvé et standardisé pour participer à Vigikiro, ou est-ce qu'on peut participer avec un détecteur qu'on s'est fabriqué type ARPR? Type ARPR. Thomas, c'est un détecteur de champ Passive recorder. C'est Passive Recorder. Oui. On peut trouver le paramétrage dans les docs de Vigikiro. Je pense qu'actuellement, quasiment tous les détecteurs, tous les enregistreurs courants sont utilisables. Je ne sais pas s'il peut rajouter des... Il y a peut-être quelques marques, quelques fabricants un peu ésotériques qu'on ne couvre pas encore, mais... Ouais, on ne couvre pas de toute façon, c'est faisable. Badcorder dans les choses qui sont utilisées. Ouais, c'est ça. Je pensais à eux. Ouais, Badcorder, il y a un problème de filtre passo qui est non réglable. Mais voilà, après, il y a quelques enregistreurs rares qu'on ne couvre pas, mais qu'on pourrait, sur sollicitation, n'hésitez pas à nous solliciter. Si vous utilisez du matériel un peu exotique, on peut voir, faire des tests pour voir s'ils sont compatibles ou pas. Merci. Anne Météro demande, est-ce que la correction de l'identification se met directement dans Tadarida? Alors non, elle se met dans le fichier de résultats, là, le .csv qu'on a téléchargé avant. Et qu'il faut nous envoyer du coup. Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas un système automatique pour l'utilisateur pour le remettre dans l'enregistrer sur le site de Tadarida. Ça, c'est pas possible pour l'instant. C'est écrit dans le tutoriel en fait. On a une adresse mail dédiée pour recevoir ces tableaux. Pour l'instant, c'est comme ça. On en fera peut-être un peu mieux plus tard. Oui, alors c'est une question que je me suis posée, là, que je pose peut-être aux organisateurs du colloque. Je me demandais s'il y avait moyen d'envoyer des liens ou alors vous nous les demandez. Parce que là, il n'y a pas de chat commun, donc on ne peut pas aller coller des liens Internet, des liens web dans le chat. Mais voilà, il y en aurait eu tout un tas à vous fournir ou qu'on peut vous fournir si vous voulez. Si vous nous écrivez, ou que vous trouverez d'ailleurs sur les sites de Vigikiro également.
Voilà, c'est pour ça qu'il était important qu'on ait vos adresses mail pour que justement les différents participants puissent communiquer directement avec les différents intervenants à distance et du coup pouvoir D'accord. échanger par rapport à tout ça. Ok. Il reste une question qui avait été posée à la fin de l'intervention de Virgile, de Jonathan Costa. Donc c'est pour Virgile, quels seraient les apports du référentiel présenté par rapport au référentiel Vigikiro, si Virgile est là. Ben, déjà, on a suivi en altitude ce qu'on fait dans notre bureau d'études. On a beaucoup de suivi du coup que ce soit en même mesure ou en nacelle d'éolienne. Donc ça, c'est pas mal si on veut faire des comparaisons dans ce contexte-là. Il y a, il y a aussi le fait qu'il ne fonctionne pas avec. Après, si on utilise Sonokiro, le référentiel du muséum n'est pas utilisable en soi, du coup. Et il y a aussi le fait que dans ce référentiel-là, il y a une vérification humaine derrière, alors que le référentiel du muséum, si je ne me trompe pas, c'est uniquement avec le traitement de Tadarida. Donc il est un peu plus neutre, du coup, un peu plus objectif, mais du coup, dans ce référentiel-là, c'est plus ça se base plus sur une identification qui est faite par qui a une vérification en fait. Merci. On a plusieurs questions sur le type de détecteur pour participer à Vigikiro, donc on vous invite à aller voir sur le site. Il y a des tutoriels où sont listés les types de matériel. Merci Jean-François. On va passer à la suite. Alors, va prendre la parole donc Yves, c'est ça? Ouais. Donc Jean-François vous a montré l'application, qui est une des manières de valider. Hein. Beaucoup de gens sont habitués à valider sur des fichiers Excel, donc ça peut très bien leur suffire. Mais je pense que pour des débutants, c'est pas mal cette appli. Débutants ou pas d'ailleurs. Mais donc du coup, ça n'explique pas, enfin ça ne dit pas explicitement quel fichier serait à valider ou pas. C'est une question qui nous revient très souvent des participants qui se forment à l'identification acoustique. Donc, on va essayer de donner quelques pistes en fonction d'objectifs locaux, hein, c'est-à-dire d'objectifs pas l'objectif de Vigikiro qui est d'avoir les tendances de population. Là, Kevin, il en parlera en partie, mais je vais commencer par des exemples assez simples qui peut-être vous parleront un peu plus. Le premier exemple, c'est l'inventaire des espèces présentes sur un point. Donc voilà, beaucoup de gens, évidemment, quand ils posent des détecteurs sur une nuit, ont envie de savoir quelles espèces sont présentes. Alors, l'identification automatique, elle vous donne une première liste, mais évidemment, il y a des erreurs. Si vous avez les compétences, vous pouvez commencer par vérifier le contact avec le score maximal pour l'espèce. Donc, c'est assez trivial, mais tout le monde n'a pas forcément l'idée au départ de faire ça. La question qui se passe, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est-à-dire qu'il y a le cas A où l'identification est OK, c'est-à-dire que le logiciel Tadarida ou autre ne s'est pas trompé pour l'espèce, donc on peut passer à l'espèce suivante. C'est assez simple, vu qu'on s'intéresse que à la liste d'espèces dans un inventaire. Le cas B, l'identification est incertaine, ce qui arrive pas mal pour des groupes d'espèces un peu difficiles comme les murins. Donc là, on va tâcher de regarder quelques autres fichiers avec des scores élevés, en espérant obtenir une précision un peu plus forte sur l'identification. Et le cas C, c'est quand il y a une identification qui est fausse. Et donc ça, c'est une question qui revient très souvent. Est-ce qu'il y a un espoir, on va dire, d'avoir d'autres fichiers qui vérifieraient quand même l'espèce, même si le score le plus élevé est faux et n'est pas bon. Donc c'est une analyse que j'ai faite. Là, je vous donne tout de suite la conclusion, c'est que globalement, regarder 1 à 4 fichiers supplémentaires, ça peut valoir le coup, mais au-delà, ça vaut pratiquement pas du tout le coup. Là, c'est les résultats sur les validations Vigikiro. Pour bien lire le graphique, c'est la probabilité que l'espèce soit vérifiée, sachant que les fichiers précédents étaient faux, dans l'ordre décroissant des scores. Donc ça va peut-être pas beaucoup parler à ceux qui n'ont jamais fait de validation, mais donc on s'aperçoit que le deuxième fichier, si le premier fichier est faux, le deuxième fichier a quand même, on va dire 14% de chances d'être vrai en règle générale. Donc c'est les barres bleues.
Ça tombe à 3% au niveau du 3e fichier, et puis on tombe sous la barre des 1% dès le 4e fichier. Donc en fait, ça vaut pas beaucoup le coup d'aller un peu plus loin. J'ai mis en barre rouge les myotis, qui sont un cas un petit peu plus, enfin qui sortent un petit peu de cette moyenne, où là, ça vaut peut-être le coup d'en mettre un ou deux de plus. Mais bon, on est quand même très en dessous de 1% de chance à partir du 6e fichier. Donc ça vaut pas forcément le coup d'aller beaucoup plus loin. Donc pas de perte de temps forcément à aller beaucoup plus loin. Le cas Z, donc je voulais mentionner quand même le cas où vous n'avez pas la compétence pour valider. Il n'y a pas de honte à ça. On peut quand même interpréter les données avec le risque d'erreur, sachant que depuis 2018 sur Tadarida, la probabilité, enfin le score qui est donné par le logiciel, donc que vous avez sur le portail quand vous avez le détail des données, c'est une probabilité réelle, c'est-à-dire que ça a été calibré. Je pense que Kevin va vous montrer un peu comment on a fait pour ça. Donc, ça vous donne une idée. Si vous avez un minioptère avec un score de 0,91, ça veut dire qu'il y a 9% de chance que ce soit pas un minioptère. Donc, vous pouvez toujours l'interpréter. Alors, c'est pas une donnée qui a la même valeur qu'une donnée validée, mais ça peut être intéressant suivant ce que vous connaissez du contexte de l'espèce. Est-ce qu'elle est vraisemblable ou pas à tel ou tel endroit. Vous pouvez aussi solliciter une personne ressource avec un jeu raisonnable de fichiers à vérifier. Ce score, il vous donne une première idée de ce qui a des chances d'être vrai. Ça évite de submerger votre entourage qui a les compétences avec de très nombreux fichiers. Et ça peut aussi orienter d'autres manips pour vérifier la présence d'une espèce rare et difficile à valider, donc éventuellement des captures justement. Il reste des espèces qui sont difficiles à vérifier avec l'acoustique, mais ces données, on va dire, probables mais non certaines, ont quand même de la valeur. Le deuxième objectif, c'est de ce dont on parlait Thomas et Virgile, c'est l'évaluation des enjeux ou l'évaluation de la qualité de l'habitat, suivant le type de référentiel qu'on utilise, un référentiel global ou un référentiel habitat. Donc c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous font. Donc là, on commence par la première étape, c'est la même chose que pour les inventaires, c'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier si l'espèce est présente. Ça vaut toujours le coup de commencer par les scores les plus hauts. Et en fait, j'ai fait une requête sur les validations dans Vigikiro. Dans 95% des cas, si on valide plus de 4 fichiers de plus, on a toujours la même évaluation de l'activité. C'est-à-dire que même si il y a des fichiers à score plus faible qui sont faux, on tombe toujours dans la même catégorie selon les activités faibles, fortes, faibles, modérées, fortes, très fortes, les 4 catégories que nous on définit parce qu'on a suivi les définitions d'Alexandre Accard à l'origine dans Actikiro. Donc ça veut dire que dans une immense majorité des cas, en fait, ça vaut pas tant que ça le coup de vérifier d'autres fichiers avec des scores plus faibles ou à d'autres périodes de la nuit. Bon, dans 5% des cas, il y a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on va surestimer l'activité en considérant que tous les contacts qui ont un score plus faible sont vrais, si les scores les plus élevés sont vrais. Et en fait, ces 5% restants, ils sont pas distribués au hasard, c'est des cas assez particuliers. Donc je vais vous montrer des cas avec l'appli Shiny qu'a présenté Jean-François. Mais en règle générale, le plus souvent, ce sont des couples d'espèces proches. Enfin, c'est dû à des couples d'espèces proches avec une espèce beaucoup plus commune que l'autre. Et en fait, c'est l'espèce rare, pas la plus commune, qui va être impactée. Donc la pipistrelle Donatus versus la pipistrelle de Cul dans l'ouest et le sud de la France, et l'inverse dans le nord-est. Ou pipistrelle pygmée versus pipistrelle commune dans le nord, où il y a beaucoup de faux positifs de pipistrelle commune. Donc là, on peut, ou la minioptère versus pipistrelle, bon, dans ce genre de cas, on va avoir régulièrement le score le plus haut qui est bon, mais en fait, une grande majorité des scores plus faibles qui vont être faux. Ça va arriver régulièrement dans ce genre de cas, alors que dans les autres cas, c'est beaucoup plus rare. Je vais vous montrer 2 exemples avec le graphe issu d'une appli Shiny, donc d'une participation dans l'Hero, là, où on a le murin de Capacini qui apparaît en identification automatique. Donc bon, les murins, on a pas mal d'erreurs, on a des taux d'erreur assez élevés. Et là, on a le murin des Hawaïen Chancré aussi qui apparaît avec des indices forts. Et en fait, en vérifiant les identifications, on s'aperçoit que on a 2 contacts en milieu de nuit qui sont effectivement des vrais CAPA, enfin en tout cas très probables, et que par contre, en début de nuit, on a une masse d'activité où le logiciel a un peu une fois sur 2 identifié ça comme de l'échancré, une fois sur 2 comme du Capacini en fonction de la fréquence maximale d'énergie, et vraisemblablement c'est uniquement de l'échancré. Donc là, dans ce genre de cas, si on avait considéré que tous les contacts de Capacini étaient vrais, on aurait surestimé l'activité suffisamment pour se tromper de catégorie. On serait passé d'une activité faible à une activité modérée à forte.
Un autre exemple un peu plus particulier, mais qui arrive régulièrement, c'est l'activité sociale. Là, c'est un site où il y a du molosse qui est passé, au moins 4 contacts qui sont vrais, et en fait tout un tas de faux positifs en fin de nuit et qui sont dus à des cris sociaux d'oreillards parce qu'on était à côté d'une colonie d'oreillards. Donc là, un cas où on ne connaissait pas la présence de la colonie d'oreillards, hein, mais vraisemblablement une activité. Il y avait 900 contacts d'oreillards dans la nuit, et à l'aube, beaucoup de cris sociaux en basse fréquence, dont certains, pas tous, hein, mais une partie d'entre eux, a été identifié comme oreillard. Donc on voit qu'en fait le logiciel, on a plein d'événements identifiés dans les mêmes heures et les mêmes fréquences, identifiés de plein d'espèces différentes. Donc là, c'est quand il est un peu perdu, il est confronté à quelque chose qu'il ne connaît pas, il fait souvent ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut diagnostiquer, même si on n'a pas forcément de compétences pointues en identification, c'est-à-dire en tout cas avoir une certaine prudence dans le fait que via le graphe, on voit qu'il y a un petit nombre de contacts avec un indice fort et un grand nombre de contacts avec des indices faibles qui sont mélangés à d'autres espèces. Ça doit inviter à la prudence. Dernier exemple pour ma part, orienter les prospections de gîtes. Donc l'acoustique passive est quand même beaucoup utilisée pour ça. Donc c'est des méthodes qui ont été décrites même avant l'acoustique passive, hein, par Herman Limpens, Michel Barato et par Yannick Becher d'Exen. Donc l'idée, c'est d'essayer de vérifier les contacts les plus précoces ou les plus tardifs pour isoler des zones où on a des contacts très précoces ou très tardifs d'une espèce. Donc c'est des choses qui sont assez puissantes, et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de validation, hein. Bon, c'est très trivial, mais il faudrait commencer par les contacts les plus précoces ou les plus tardifs. Là, ici, par exemple, on a un intérieur qui a été identifié 6 minutes après le coucher du soleil, donc c'est très très tôt, mais avec un indice faible. Il s'avère qu'il est faux, mais que par contre, on en a un vrai 24 minutes plus tard. Donc là, effectivement, si on avait pris les données brutes, on aurait eu un faux signal comme quoi on est très très près du coucher du soleil. Bon, on n'est pas si loin, hein, après, mais ça permet d'améliorer, on va dire, l'efficacité de la méthode, de valider quelques données aux extrémités de la nuit. Voilà. Mais si on n'a pas de compétences, là, une fois encore, on peut avoir un regard critique avec ces scores qui sont des probabilités. Donc à partir de là, moi, je vais passer la parole à Kevin qui va parler de méthodes un peu plus poussées dans le cas de tests d'hypothèse sur des gros jeux de données. Donc c'est un peu plus ce qu'on fait nous, mais qui a été aussi déployé par certaines assos, comme par exemple le groupe Pierrot-Rhône-Alpes dans leurs travaux sur la pollution lumineuse, si je ne m'abuse, et peut-être d'autres choses aussi. Donc voilà, j'arrête le partage d'écran, je vais passer la parole à Kevin. Merci Yves. Peut-être qu'il y a des questions en fait. Peut-être qu'on peut prendre des questions, je ne sais pas. Alors on peut prendre des questions si vous voulez, s'il y en avait, et après on redonnera la parole à Kevin, ça vous va? Oui, j'avais oublié. Bon, il y avait déjà la question de Clémence Boivin. Faut-il obligatoirement faire partie de Vigikiro pour utiliser Tadarida? Alors, faire partie de Vigikiro, comme c'est pas une association, à partir du moment où on se connecte sur le portail, on fait partie de Vigikiro. Ce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas présenté Vigikiro cette année, hein, on l'a fait presque tous les ans, donc on s'est dit que c'était peut-être pas la peine. Enfin, les différentes rencontres de Bourges. Mais le protocole point fixe est un petit peu particulier dans le sens où en fait, il y a un protocole avec un échantillonnage, avec tirage aléatoire de carrés, etc. Mais on accepte aussi les données dites opportunistes, c'est-à-dire des points qui ont été faits en dehors de la grille, en dehors de tirage aléatoire. Parce qu'on sait très bien qu'il y a on va dire un potentiel très important à collecter de la donnée standardisée. Donc quand je dis standardisée, c'est qu'on respecte les réglages qui sont préconisés pour le matériel. Et donc à partir de là, on peut espérer, si ne serait-ce qu'une petite partie de ces points, donc aujourd'hui il y a plus de 13 000 points qui ont été déposés sur Vigikiro, ça vous donne une petite idée. Si on pouvait répéter ne serait-ce que 5 à 10% de ces points, donc c'est déjà le cas, hein, mais en tout cas, actuellement il y a un peu plus de 10% des points qui sont répétés, mais en tous les cas, donc à partir du moment où on peut répéter ces points, même pas forcément par la même personne 5 ans ou 10 ans plus tard, il y a un intérêt très fort à nous envoyer les données si vous utilisez les bons réglages. Voilà. Donc après, si vous êtes dans un cas particulier, vous pouvez toujours nous contacter. Mais voilà, le prérequis, c'est les réglages du matériel. Merci. Une question de Baptiste Angin. Est-ce que l'application Shiny est utilisable avec d'autres fichiers en provenance de Sonokiro, par exemple? Alors, il faut demander à Jean-François parce qu'effectivement, il a fait une version Sonokiro compatible qu'il n'a pas forcément fait évoluer. Donc, il n'y a pas tout à fait la même ergonomie qu'actuellement, mais quand même très proche.
Donc oui, il me semble que c'est diffusable. Jean-François confirmera, mais il faut contacter Jean-François. Merci. Oui, d'ailleurs, peut-être j'en profite. Jean-François, du coup, a eu des petits soucis techniques ce matin. On a des petits soucis de compatibilité avec les versions récentes de R. Donc, la démo qu'il a faite, et c'est justement sur une version Sonokiro compatible. Donc, il y a des fonctions. Il n'y a pas grand-chose qui manque par rapport à la version actuelle qui a été diffusée en bêta test. Mais il manque par exemple le fait que dans cette version, on ne peut pas mettre de confiance sur l'identification de l'observateur, alors que c'est le cas dans la version Tadarida. Mais sinon, c'est quand même très, très similaire. Oui, ça y est, j'ai récupéré le son. Effectivement, il y avait une version pour le Sonokiro commercialisée par Biotop, mais ça devait être le 2 ou le 3, c'est pas la. Mais je crois que le dernier Sonokiro, moi je ne l'ai pas utilisé, il y a des outils de validation équivalents, non? Je ne sais pas, ouais, je ne suis pas au courant. Enfin, j'ai pas Ah trop oui, suivi. les participants, oui, bon bah ouais. Et les participants ne peuvent pas parler, mais Ouais, bon, ok. peut-être quelqu'un peut mettre une remarque dans le chat s'il a une réponse précise à cette question. Alors, il y a une autre question. Une question de Camille Huguet. Donc, est-ce qu'on peut adapter ce protocole sur des points écoute de 6 minutes? Alors, le protocole pédestre, donc nous en fait, il n'y a pas que le protocole point fixe qui est concerné par le portail. Il y a un protocole de transect routier et un protocole de transect pédestre. Et le protocole de transect pédestre, il est basé sur des points d'écoute de 6 minutes. Par contre, il faut en faire au moins 5 dans une même zone pour que ce soit considéré comme une participation. C'est un protocole un peu plus rigide. Donc, si c'est un point d'écoute de 6 minutes simple, je ne pense pas que ce soit le cas, ça puisse être le cas. À la limite, nous contacter dans ce genre de cas. Mais bon, dans tous les cas, ça a beaucoup moins d'intérêt. L'identification automatique a quand même beaucoup moins d'intérêt sur des tout petits, des enregistrements très courts où là, on peut se permettre de faire une validation systématique, quoi. Ok, donc on n'a plus de questions pour l'instant. On va du coup laisser la parole à Kevin Barré, que je vais mettre en présentateur, qui pourra partager son écran. Donc du coup, comme le disait Yves, moi je vais parler d'une chose un petit peu différente, qui est l'usage de l'identification automatique plutôt dans un contexte où on cherche à décrire une réponse écologique des espèces à quelque chose. Enfin, ça peut être de l'habitat, ça peut être autre chose, mais sur une grande quantité de données. Et donc ça, bien sûr, ça implique de passer par de l'identification automatisée qui génère des erreurs. Et donc bon, ça c'est quelque chose qui a été soulevé dans la littérature récemment, avec tous les problèmes que ça suppose. Et donc, ce qu'on propose ici, alors bon, c'est moi qui présente, mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a menée avec l'ensemble de l'équipe au CESCO, enfin l'équipe Vigikiro. Ce qu'on propose, c'est d'étudier les taux d'erreur du logiciel et d'en tenir compte dans l'analyse de données. Donc vraiment en se plaçant au contexte où on cherche à étudier l'effet de l'habitat, par exemple. Et donc l'ensemble de ce process-là, c'est ce que j'appellerais l'identification semi-automatisée. Donc en fait, la méthode en elle-même, la première étape, c'est une modélisation du risque d'erreur du logiciel. Donc ici, on s'est reposé sur Tadarida, mais ça peut être fait sur n'importe quel logiciel en fin de compte. Donc il y a deux choses. Alors, donc la première chose, c'est finalement qu'on va à la fois identifier une part infime des données. En fait, dans ce cas-là, c'est 1%. Donc là, on se place dans un contexte d'un jeu de données qui fait plus de 200 000 séquences de chauve-souris. Et parallèlement à ça, on a aussi les indices de confiance fournis par le logiciel pour chaque identification. Et donc, en prenant les deux, on est capable de faire une régression logistique entre ces deux informations. Donc là, vous avez finalement nos identifications faites à la main. Donc à chaque fois, on dit si c'est un succès ou une erreur. Et ici, vous avez le score du logiciel. Et donc, on fait vraiment le lien entre les deux, un lien logistique. Et c'est ce lien logistique-là qu'on va ensuite utiliser pour définir ce qu'on appelle des risques d'erreur sur lesquels filtrer la base de données. Donc, un risque d'erreur, c'est quoi? Si on prend le jeu de données total, si on en fait un histogramme du nombre de séquences par score du logiciel,
ça donne une distribution assez classique comme ça. Donc là, sur l'axe, je crois que ça doit être en milliers, donc ça doit être plutôt, non, c'est en centaines, peu importe. Donc, toujours est-il que cette figure-là, c'est vraiment notre jeu de données total, et qu'en fait, on peut là, sur notre régression logistique de départ, définir, par exemple, un risque d'erreur de 50%. En fait, on va rejoindre la courbe et on sait quel score minimal est requis pour obtenir un seuil de risque d'erreur de 50% maximum. Et donc ça, on est capable du coup, comme ça correspond à un score du logiciel, on est capable de le tracer sur notre jeu de données global et le cas échéant de supprimer en fait toutes les données qui sont en dessous de ce seuil-là, pour ne garder que les données qui constituent un risque d'erreur inférieur à 50%. Donc, dans cette configuration-là, ce qu'on observe avec ce seuil de 50%, c'est que on va conserver beaucoup de vrais positifs, mais aussi potentiellement beaucoup de faux positifs, donc beaucoup d'erreurs. Le seuil ne suffit pas, il n'est pas suffisamment avancé sur l'axe-là pour supprimer toutes les erreurs d'identification. Ensuite, on peut faire un seuil un peu plus, enfin beaucoup plus restrictif, par exemple de 10% maximum, un seuil de risque d'erreur de 10% maximum, où là c'est la même chose. Donc ici, je l'ai tracé sur le jeu de données total, et donc toujours pareil, on vient supprimer les données qui sont en dessous de ce seuil-là. Donc ce seuil-là, ce qui nous donne, c'est pour le coup un taux de faux positifs, donc des erreurs qui est quasi nul. Par contre, c'est un peu au coût de supprimer beaucoup de vrais positifs. C'est-à-dire que là, le fait de faire ce seuillage, il nous permet d'éliminer du coup effectivement beaucoup d'erreurs du logiciel. Par contre, on élimine aussi du même coup des vraies séquences. Donc finalement, chaque seuil a un peu ses avantages et ses inconvénients. Et donc la suite de la méthode, finalement, elle consiste à faire des analyses. Donc là, on parlait au tout départ de la réponse écologique, par exemple, on peut prendre l'exemple de la forêt. L'idée, c'est de réaliser des analyses en prenant, enfin, sur les deux jeux de données différents, reposant sur deux seuils bien différents. Et de conclure qu'en cas de cohérence entre les deux seuils. Et si c'est pas le cas, ça voudra dire qu'on a un biais environnemental ou contextuel qui diminue dans l'espace ou en lien avec l'habitat, qui diminue l'efficacité du logiciel, ce qui pose problème dans l'interprétation des résultats du coup. Donc là, en ce qui concerne cette étape de vérification des deux résultats, donc classiquement, on peut s'imaginer qu'en fait, on fait un simple modèle linéaire, par exemple, qui met en relation l'activité en chauve-souris d'une espèce particulière, et la distance aux forêts, par exemple. Et donc là, je vais illustrer un biais potentiel assez classique. Ce qu'on pourrait très bien observer, c'est que sur un risque d'erreur inférieur à 50%, donc un jeu de données qui finalement conserve beaucoup de séquences, on pourrait très bien avoir une diminution d'abondance avec l'augmentation de la distance à la forêt. Et on pourrait très bien imaginer que la vérification de ce pattern-là sur un seuil de risque d'erreur beaucoup plus restrictif, finalement qu'on perde l'effet et qu'on ait une abondance stable en relation avec la distance aux forêts. Donc finalement, on peut se poser la question de est-ce que c'est le nombre d'erreurs importants au risque d'erreur, au seuil d'erreur 50% qui explique ce résultat, ou est-ce que c'est la suppression trop importante de vrais positifs qui explique le résultat au seuil d'erreur 10%? Sachant que là, la pièce manquante qu'il y avait à ce raisonnement-là, c'est que si on va décortiquer un petit peu les données dans le détail, on se rend compte que finalement, le risque d'erreur du logiciel, il augmente à mesure qu'on... Ah, ça doit être l'inverse du coup de ma courbe. Enfin, je sais pas, bref. Non, logiquement, c'est l'inverse. Je me suis trompé, je pense, sur la courbe. Le risque d'erreur du logiciel, en fait, diminue avec la distance aux forêts. Donc, en gros, il est plus important quand on est proche des forêts. Donc, finalement, on a une structuration dans l'espace des erreurs, ce qui fait que quand on va faire ce fonctionnement de seuil, on ne va pas retirer
des données aléatoirement, mais préférentiellement proches ou moins proches de l'habitat, ce qui du coup biaise la relation derrière quand on vérifie. Donc finalement, dans tout ça, c'est difficile de savoir qui a raison, quel seuil donne le bon résultat. On ne peut pas le savoir en fait. Donc le cas idéal, c'est quand on a finalement une efficacité du logiciel qui va être constant tout au long du gradient de la variable qu'on cherche à étudier, ici la distance au forêt. Et donc ça, on peut s'en assurer dans le cas où on ait un pattern d'activité qui soit similaire entre les deux, enfin une réponse similaire entre les deux seuils. Donc ce qui est le cas ici dans cet exemple. Et donc dans ce cas-là, on sait qu'on n'a potentiellement pas de biais, en tout cas acoustique, sur notre pattern et on peut conclure avec robustesse sur cette réponse-là. Le gros avantage, c'est que là, sur 200 000 séquences, on en a checké à peine 2000 à la main. 200 000 séquences, c'est quasiment impossible à passer, donc de toute façon, il faut passer par l'identification automatique. Mais on se rend bien compte que si on fait les méthodes un peu communément utilisées par les chiroptérologues, qui consistent à regarder à peu près à partir de quel score on n'a plus trop d'erreurs et puis du coup s'en tenir qu'à un seul seuil, on se rend bien compte que du coup c'est un peu risqué et que c'est un peu le risque d'avoir des interprétations fausses par des biais acoustiques qu'on n'aurait pas décelés, quoi. Donc j'en finirai juste sur ça, c'est que toutes ces étapes elles paraissent un peu compliquées, mais il faut savoir que maintenant en fait l'étape 1 de modélisation du risque d'erreur logicielle, en fait, elle est directement fournie par Tadarida et ça correspond au score. En fait, le score maintenant Tadarida est en réalité un risque d'erreur déjà modélisé. Ce qui veut dire que si vous voulez utiliser cette méthode-là, il suffit de filtrer votre base de données issue de Tadarida directement sur la base de la colonne du score en ne prenant que les scores qui sont supérieurs à 0,5 par exemple ou celles qui sont supérieures à, alors du coup ça doit être supérieur à 0,9 pour avoir pour être sur le risque d'erreur 10%. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas d'étape à faire côté utilisateur pour utiliser la méthode. Il suffit juste de filtrer sa base de données sur deux seuils bien différents et de réitérer ses analyses sur les deux seuils et de vérifier que les deux analyses donnent le même résultat. Merci Kevin. Une première question de Jonathan Costa. Pour les 1% des sons à vérifier manuellement, mélange-t-on toutes les espèces ou doit-on vérifier 1% des sons pour chaque espèce? Alors, bon, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Là, dans cette étude-là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'ai vérifié pour chaque espèce. Par contre, j'avais quand même des groupes d'espèces. J'ai fait un groupe Myotis, par exemple. Et ensuite, une chose assez importante, si on veut modéliser le risque d'erreur avec précision, c'est de vérifier en fait autant de séquences dans chaque classe de score du logiciel pour pas déséquilibrer la relation. Et donc là, quand je disais que le score Tadarida donne directement maintenant l'équivalent d'un risque d'erreur, qu'il n'y a plus besoin de faire ça, en fait, ça prend déjà en compte plusieurs dizaines de milliers de vérifications manuelles de séquences à l'échelle nationale, notamment une grande partie issue des observateurs. Et donc ça, ces vérifications nationales, elles sont équilibrées en fonction des classes de score, enfin, plus ou moins équilibrées. Yves me corrigera peut-être, mais... En fait, les vérifications des participants sont pas équilibrées, ils font ce qu'ils veulent, notamment du fait qu'ils ont des objectifs qui leur sont propres, hein, comme je le disais avant. Par contre, nous, on essaye d'équilibrer, c'est-à-dire qu'on complémente, on fait tous les ans quelques milliers de vérifications. Alors, on contre-valide les vérifications que font les observateurs et les observatrices ça fait partie des engagements dans Vigikiro et ça fait partie un peu de la formation continue, entre guillemets. On donne un retour sur leurs identifications. Et nous, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est fiable et qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce qu'ils valident eux-mêmes. Et par contre, on fait aussi plusieurs milliers de validations sur des choses qui ne sont pas validées par personne, parce qu'il y a un certain nombre de participants qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas les compétences. Et ça, du coup, on essaye de corriger, c'est-à-dire de cibler
les trous entre guillemets dans l'échantillonnage selon les espèces, selon les classes d'identification, selon les lieux. Pas d'autres questions pour l'instant de la part des différents participants. Je vais en Si vous profiter avez des choses pour, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. j'en profite de ma position privilégiée pour poser une question en vrai. Est-ce que il n'y a pas, par rapport à ces soucis de risque, de choix de risque d'erreur prudent ou pas prudent, des espèces qui se prêtent bien à l'exercice? Je pense à la barbastelle ou la pipistrelle commune, où finalement le choix d'erreur très prudent et conservateur, qui serait de 10% ou 5%, va quasiment pas éliminer de vrais positifs. Et là, nous, c'est ce qu'on a pu vérifier plus ou moins en Bretagne. Alors, c'est peut-être pas le contexte partout, mais c'est une espèce où il y a peu d'erreurs et finalement, c'est un bon modèle pour justement ces histoires d'activité, parce que il n'y a pas à se dire qu'on a laissé plein de sons en vrac, enfin sur le bord de la route, en prenant un risque conservateur. Ouais, bah du coup, peut-être que si c'est possible de revoir le partage d'écran, parce que, enfin, si je peux de nouveau projeter, parce que là, pour répondre à Thomas, en fait, on avait quelques diapos qui sont issus justement du travail de Kevin. Je sais pas si vous voyez ces courbes-là. Donc, du coup, ça, c'est ce qu'a fait Kevin, les vérifications sur son jeu de données. Donc, comme il disait, c'est le score de Tadarida ancienne version, hein, c'est-à-dire que c'est non calibré. En fait, une espèce bon, on a effectivement des espèces, là, c'est le grand rhino et la pipistrelle commune, on a des taux d'erreur qui sont nuls. Le grand rhino, parce qu'il a aucun recouvrement acoustique avec aucune autre espèce. La pipistrelle commune, c'est pas tout à fait vrai, mais comme elle fait 90% de l'activité totale, ben forcément les faux positifs sont complètement noyés et sont une proportion infime. Par contre, on a une espèce qui a une courbe logistique là, qui est assez particulière et qui se traduirait du coup dans le fait que en Bretagne, en Pays de Loire, on peine à avoir des Natusus qui ont des scores supérieurs à 80%. Donc là, le filtre à 90%, il élimine toutes les Natusus. Donc sur cette espèce-là, c'est difficile de le conclure avec beaucoup de précision. Alors pourquoi? C'est simplement parce qu'on a la pipistrelle de Kuhl qui est très très abondante. Donc ça, c'est on va dire un trait commun à l'identification automatique, enfin une caractéristique qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a un couple d'espèces qui sont assez proches acoustiquement et qu'il y a une espèce qui est 100 fois plus abondante, hein, c'est le vrai ratio dans ce qu'on a estimé avec Kevin, c'est qu'il y a 100 fois plus de pipistrelles de Kuhl que de pipistrelles de Natusus dans ce jeu de données. Ben là, le taux de faux positifs pour la Natusus, il est forcément très élevé. Malgré tout, Kevin, il a quand même eu des patterns qui étaient différents, c'est-à-dire que les réponses étaient différentes à certaines variables entre les deux espèces, donc ça donne des indices, mais on sait que c'est pas robuste, sauf à vérifier manuellement les indices les plus hauts, mais ce qui n'est pas forcément beaucoup mieux dans le sens où sur les cris d'écolocation seuls, sur cette espèce-là, on a des bons indices, mais c'est difficile de mettre sa main à couper sur l'identification de chaque contact. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Thomas, mais en tous les cas, effectivement, il y a des espèces qui s'y prêtent mal. Ce sont des espèces les plus rares, en fait. Les espèces les plus rares, elles nécessitent une validation plus systématique, en fait, des scores, même les scores les plus élevés, quoi. Mais dès qu'une espèce est abondante, la barbastelle, la sérotine, par exemple, c'est le cas, on a effectivement des seuils au-delà duquel on trouve aucun faux positif. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, ouais. Du coup, voilà, les espèces, c'est aussi les espèces rares et puis les espèces qui sont difficiles, même par la méthode manuelle, à discriminer, en fait. Alors que d'autres, ça marche mieux. Ouais. Mais si par exemple, si je peux je voulais peut-être juste préciser le cas un peu ambigu des espèces pour lesquelles l'identification s'en sort très très bien. Enfin, je pense notamment à la barbastelle. Je pense que malgré tout, on n'est quand même pas à l'abri dans un cas très particulier de se retrouver avec des biais. Donc c'est sûr qu'on pourrait se dire que dans la plupart des cas, peu importe le seuil, pour ces espèces-là, ça fonctionne. En fait, c'est ce qu'on montre hein, sur la barbastelle. On voit que les patterns ils sont ultra robustes et peu importe. Donc finalement, que ce soit 50% ou 10%, c'est du pareil au même tout le temps, c'est bien stable et tout. Mais par contre, on n'est quand même pas à l'abri d'être ponctuellement dans un cas où il se passe des choses avec des cris sociaux ou je ne sais quoi. Enfin, donc, mais ça, on ne le sait pas à l'avance. Donc, ouais.
Ouais, alors, effectivement, il y a des cris sociaux. En général, ça concerne quand même une petite partie des participations, pardon. Mais au niveau géographique, la Barbastelle, c'est un bon exemple. En Île-de-France, il y a un taux de faux positifs qui est très élevé parce que l'espèce, elle est très rare. Pourtant, elle est quand même présente. On l'a détectée à pas mal d'endroits différents dans la région. Mais il y a probablement 1000 fois moins de barbastelle que de sérotine. Or, du coup, on a de temps en temps des cris de sérotine de très mauvaise qualité qui sortent en barbastelle, bon, avec des indices assez faibles, mais ou des cris sociaux, ou des cris sociaux de pipistrelle de cul. Un certain nombre de choses, effectivement, qui apparaissent pas très souvent, mais si on regarde l'espèce qu'on cible, elle est très peu abondante, ça peut, enfin, on peut avoir des taux d'erreur élevés, quoi. Donc, voilà, pour répondre à cette question, je pense que c'est quelque chose de garder en tête, c'est quel est le ratio d'abondance entre cette espèce et les autres qui peut y avoir ponctuellement des erreurs, même si le taux d'erreur est très faible. Et juste pour information, assez récemment, j'ai eu des cas d'inversion d'effet, notamment pour la pipistrelle commune, entre les seuils 50% et 10%, sur des patterns de réponse à des habitats, enfin des grands classiques distance aux lisières. Donc ça montre bien l'intérêt quand même de le faire, parce que c'est vrai que si typiquement à la pipistrelle commune, je pense qu'on était beaucoup pendant longtemps à se dire ok, à partir de 0,4 c'est bon, et du coup on prend tout ce qui se passe au-dessus de 0,4, et puis finalement quand on va creuser un peu plus, on se rend compte que la réponse va jusqu'à s'inverser et est significative. Et du coup ça pose quand même question sur un certain nombre d'inférences qu'on a pu faire aussi par le passé, et qui comportaient peut-être des erreurs d'interprétation, quoi. Ça facilite pas l'interprétation qui demande pour le coup des analyses stats un peu lourdes en fait, pour le commun des mortels, mais bon, c'est le jeu. Ouais, après, du coup, il y a toujours la possibilité, enfin, c'est-à-dire que il y a toujours la possibilité de faire un peu de validation, quoi. C'est-à-dire que on va dire la solution de Kevin, c'est un peu lourd au niveau statistique pour s'y mettre, je pense, en tout cas la première fois, parce qu'après, c'est une fois qu'on l'a fait une fois, c'est pas forcément très compliqué. Par contre, ça permet on va dire de faire peu d'efforts de validation, mais si on est dans le cas d'une incohérence entre les deux seuils, c'est là où il faut se remettre à faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire valider l'espèce systématiquement sur chaque point, si on veut tirer quelque chose de cette espèce-là, ou alors on la groupe avec une autre. Mais parce qu'effectivement, ponctuellement, on peut avoir des taux d'erreur élevés, même sur la pipistrelle commune. Enfin, là, on a des suivis Vigiquiro sur l'île de Porquerolles, par exemple. Et il semblerait que sur cette île, il n'y a pas de pipistrelle commune résidente, alors qu'on a la pipistrelle pygmée qui est très abondante. Et il y a même de la Natusus pas mal en migration. Du coup, là, il y a un taux de faux positif de pipistrelle commune qui est énorme. Donc voilà, il n'y a pas d'espèce pour lequel ça marche partout tout le temps, en fait. Ça dépend complètement de la présence des autres espèces. Le contexte est déterminant, en fait, à chaque fois. Mais bon, par contre, si vous êtes dans ce genre de cas, ça se voit sur la distribution des probabilités, c'est-à-dire que il y a de la pipistrelle commune qui sort, mais tous les scores sont relativement faibles. Il y a une grande majorité de scores faibles, c'est-à-dire que là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, quoi. Je voulais juste revenir sur la question du coup de la différence entre le référentiel présenté par Virgile et celui du Vigiquiro du muséum. Le premier argument, il est complètement valable. Effectivement, nous on fait pas de, en tout cas pour l'instant, on collecte pas d'enregistrement en altitude. Si, en tout cas, Kevin dans son projet le fait, donc c'est tout nouveau, mais en tous les cas, on n'a pas forcément vocation à créer un référentiel là-dessus pour l'instant. Par contre, la différence entre comme je le disais, c'est-à-dire la différence entre des sons validés et des sons qui sont filtrés avec un seuil à 50 sur le. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, notre référentiel en fait. On ne garde que les données où l'espèce a été détectée avec un score supérieur à 90% et on prend le nombre de contacts qui dépasse 50%. Et en fait, on s'est aperçu qu'on se retrouve avec quelque chose de très similaire à ce qu'on avait quand on validait tout. Donc là, je pense que c'est une approximation, c'est sûr. Ça ne fait pas une grosse différence dans l'interprétation. On peut quand même utiliser le référentiel Vigiquiro. Il me semble qu'il y a entre Tadarida et Sonokiro, il n'y a pas de grosse différence non plus de détection en nombre de contacts, sauf peut-être pour le Molos, parce qu'il y a un petit souci avec Sonokiro sur le Molos, qui est en limite, qui est très bas en fait. Mais sinon, pour toutes les autres espèces, il n'y a pas trop de différence. Je ne sais pas si Virgile, tu es d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Non, je suis d'accord. Un truc que j'ai pas pensé à dire à ce sujet-là aussi, c'est qu'une autre différence, c'est que
avec le référentiel du muséum, il n'y a pas de regroupement par groupe d'espèces. Ouais. Pas autre chose. Et donc, du coup, dans certaines situations, notamment des choses qu'on rencontre en bureau d'études, ou ce qui nous intéresse, par exemple, en éolien, c'est les ENVSP, les sérotules. Et le groupe dans son ensemble a plus ou moins les mêmes enjeux à ce niveau-là. Du coup, ça peut être intéressant de faire un regroupement par groupe d'espèces. Et dans ce cas-là, typiquement, en fait, ce truc-là est plus adapté pour les bureaux d'études et pour les suivre en hauteur. C'est, je pense que la principale différence, elle est là. Ok. Alors, une question de Christian Arthur. Est-ce que si l'on souhaite faire une étude très locale, ça implique que l'on doit recalibrer nous-mêmes le taux d'erreur en fonction des milieux? Non. Alors, ce qu'on n'a peut-être pas détaillé, mais que Kevin a évoqué, c'est que depuis 2018, donc on a mis à jour Tadarida, il y a un classifieur qui tient compte des proportions entre espèces et des distributions de scores obtenues par le premier classifieur, donc celui qu'on utilisait avant, enfin qui a été mis à jour aussi avec une base de référence plus grosse, mais bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails techniques. Mais donc du coup, l'effet région, il ne joue plus trop, en tout cas, il joue faiblement sur les seuils. C'est-à-dire que là, il y a une vraie ambition à ce que le score, ce soit une vraie probabilité de succès, donc un moins la probabilité que ce soit une erreur. Simplement, selon les milieux et selon les régions, vous n'aurez pas la même proportion de contacts au-dessus de 90%, quoi. Typiquement, dans une zone où l'acule est dominante, vous allez avoir des très fortes probabilités pour la pipistrelle de cul. Si vous êtes sur une zone où c'est plus partagé entre Natusus et cul, par exemple en Ile-de-France, les scores sont plus faibles parce que le logiciel, voyant que les deux espèces sont présentes, il va être plus prudent. Et inversement, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Et alors l'effet milieu, il y a un effet milieu, on l'a repéré, Kevin a montré des exemples, mais qui est beaucoup lié à l'atténuation enfin pas vraiment l'atténuation, mais plutôt le brouillage, c'est-à-dire les échos renvoyés par la végétation. Donc plus il y a de végétation entre le micro et le chiroptère, plus le signal est brouillé. Et sur pas mal de groupes, ça joue pas mal sur la classification automatique et donc sur le score. Donc les scores sont plus faibles, donc on élimine plus de vrais positifs en milieu fermé qu'en milieu ouvert. D'où l'intérêt de vraiment bien utiliser deux seuils quand on fait ce genre d'études. Merci. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de Christian. Oui. Une question de Vigie Kiro. Est-il possible de fournir des graphiques pour visualiser les résultats d'une nuit d'écoute? Graphique lisible type breton. Question de Denis Vincent. Faut qu'on en parle avec Thomas. Je sais que Thomas, il fait du bon code sous R, donc faut demander à Thomas. Non, moi je fais pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas fait ça sous R? Non, c'est Excel. Moi, non, mais c'est du graphique. Ouais. Enfin, je sais pas si ça peut s'automatiser, mais on n'a aucun copyright là-dessus en tout cas. Tout peut s'automatiser, il faut du temps, c'est tout. Mais bon, en tous les cas, n'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. C'est vrai qu'on a pas mal de sollicitations de ce genre-là, d'améliorer les retours. On a un cahier des charges qui s'empile un peu. Mais on a vraiment pour ambition de faire évoluer nos outils petit à petit, notamment dans la restitution des données, que ce soit un peu plus, qu'il y ait de plus en plus d'informations, que ce soit plus facile à lire, plus facile à visualiser. Voilà. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour développer ce genre de truc, on est aussi tout à fait ouvert à ce que ce soit collaboratif. Je sais qu'il y a des gens compétents parmi vous. Ils ont peut-être plus de temps que nous. Comme on a en projet de rebasculer sur un référentiel à partir des résultats de Tadarida et plus de Sonokiro, peut-être à l'espèce et peut-être en contact. Si on arrive jusque-là, avec Émilie qui est en stage, on essaiera aussi de faire le graphique, enfin un outil de visualisation, on va dire. À ce moment-là, si on y arrive, on le mettra à disposition de tout le monde. Celui pour un groupe d'espèces, il existe déjà sur le site du GMB, c'est juste qu'il est calé sur les chiffres bretons. Merci. Une question de Xavier Ecli. Avez-vous testé la confiance apportée au classement en noise? Quelle est-elle? Nous avons remarqué parfois beaucoup de faux noise chez les noctules avec Sonokiro, ce qui peut biaiser fortement les ratios pour un même point. Je ne sais pas si je vais répondre pour Sonokiro, vu que... Mais en même temps, je ne vois pas qui va répondre. On n'a pas la même gestion du bruit sur Tadarida que sur Sonokiro.
je pense qu'on a moins ce problème, mais bon. Là, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les personnes qui s'occupent de Sonokiro aujourd'hui. Enfin, je sais que je m'en suis occupé, mais ça commence à faire il y a 8 ans. Donc, pas forcément de détails à apporter là-dessus, quoi. Pas d'autres questions pour l'instant. Très bien. Est-ce que vous avez du coup terminé vos échanges entre vous par rapport à tout ça? Parce qu'on va bientôt arriver à la fin. Apparemment, il n'y a plus de questions. On Moi, vérifie c'est bon pour là, moi, sur en le tout cas. chat. C'était bon pour chacun? Alors, on vous Bon. remercie pour donc ces interventions très intéressantes.